Je suis assise sur le carrelage froid de mon atelier à Grasse, entourée de vapeurs d'huiles essentielles qui me donnaient autrefois tant de joie. Mes mains tremblent encore, serrant mon téléphone comme si c'était une arme chargée. L'écran est devenu noir, mais la voix de ma mère résonne encore dans mes oreilles, tranchante comme un éclat de verre. Tu comprends, ma chérie, tu ne peux pas venir. Tu prends trop de place, même quand tu es silencieuse. Trop de place. Moi, Léonie, qui ai passé 34 ans à me faire toute petite, à raser les murs, à m'effacer pour que Mélusine puisse briller. Tout avait commencé par une matinée de printemps qui promettait d'être magnifique. La lumière dorée de la Provence inondait mon laboratoire, faisant scintiller les flacons d'ambre et de cristal alignés sur mes étagères. Je suis née, créatrice de parfums. C'est un métier de l'ombre, un métier de patience et de précision, qui me ressemble. Depuis 6 mois, je travaillais sur une création unique, une fragrance sur mesure pour le mariage de ma sœur cadette, Mélusine. Elle voulait quelque chose de royal, d'inoubliable pour sa cérémonie à 200 000 € dans un château de la Loire. J'avais distillé la fleur d'oranger la plus pure, mélangée à une touche de jasmin de nuit et un fond de bois de cèdre pour donner de la prestance. C'était mon cadeau, mon hommage, ma façon de lui dire que malgré nos différences, je l'aimais. J'étais en train d'apposer l'étiquette calligraphiée à la main sur le flacon principal quand le téléphone a sonné. C'était Armelle, ma mère. « Bonjour maman », ai-je répondu avec le sourire, essuyant mes mains sur mon tablier. Je viens juste de finir le parfum de Mélusine. C'est divin, elle va adorer. Il y a eu un silence à l'autre bout du fil. Un silence lourd, pesant, le genre de silence qui précède une catastrophe. Léonie, nous devons parler, a dit ma mère. Sa voix avait ce ton professionnel qu'elle adopte quand elle veut gérer une crise, ou plutôt, quand elle veut imposer sa volonté sans réplique. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème avec le traiteur? Demandai-je, inquiète. Non, ce n'est pas le traiteur. C'est à propos de la liste des invités. Mélusine et moi avons revu le plan de table hier soir. C'est un véritable casse-tête, tu sais. Le château de Chalain est magnifique, mais l'espace dans la salle de bal est optimisé. Mon cœur a raté un battement. Je connaissais ce château. Il pouvait accueillir 300 personnes. Mélusine avait invité 250 convives. Et ai-je murmuré, sentant une boule se former dans ma gorge. Et nous avons dû faire des choix difficiles, Léonie. Des choix pour le bien de l'esthétique générale et de l'harmonie de la journée. Maman a pris une inspiration, comme si ce qu'elle allait dire lui coûtait, alors que je savais pertinemment qu'elle répétait un discours préparé. Mélusine est très anxieuse. Elle a peur que ta présence, comment dire, ne déséquilibre l'atmosphère. Déséquilibre l'atmosphère? J'ai failli rire nerveusement. Maman, je suis sa sœur. Je suis son témoin. Tu n'es plus son témoin depuis qu'elle a choisi Céleste, cette influenceuse mode, tu te souviens? M'a-t-elle coupé sèchement. Écoute, Léonie, ne le prends pas mal. Mais tu as cette façon d'être un peu trop artiste, un peu trop mélancolique. Et tes tenues. Mélusine a peur que tu ne respectes pas le dress code glamour hollywoodien. Elle veut que tout soit parfait pour les photos du magazine. Ta présence, avec tes grands yeux tristes et ton mari photographe qui regarde tout le monde de travers, ça la stresse. Le monde a commencé à tourner au ralenti. Ma propre mère était en train de me désinviter du mariage de ma sœur parce que je n'étais pas assez instagrammable. Tu me demandes de ne pas venir? Ai-je articulé, la voix blanche. Je te demande de faire un sacrifice pour le bonheur de ta sœur. C'est son moment, Léonie. Une seule fois dans sa vie. Si tu l'aimes, tu comprendras que ta présence serait une distraction. On dira que tu es malade ou que tu as un voyage d'affaires urgent pour tes parfums. C'est plus simple comme ça. Et papa? Qu'est-ce qu'il en dit? Ton père est d'accord avec nous. Il pense que c'est mieux pour éviter les tensions. Allez, ne sois pas dramatique. Je t'enverrai des photos. Elle a raccroché. Juste comme ça. Je t'enverrai des photos. J'ai regardé le flacon de parfum devant moi. 6 mois de travail. 6 mois d'amour distillé goutte à goutte. D'un geste lent, presque délibéré, j'ai poussé le flacon du bord de la table. Il s'est écrasé sur le sol en béton avec un bruit cristallin, libérant une explosion de fleurs d'oranger et de jasmin. L'odeur était entêtante, suffocante.
C'était l'odeur de mon humiliation. C'était l'odeur de la trahison. Avant de vous raconter comment cette douleur s'est transformée en une vengeance que je n'aurais jamais pu imaginer, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous écoutez cette histoire, et quelle heure il est chez vous. Je me sens moins seule en sachant que vous êtes là. Je suis restée là, au milieu des débris de verre, réalisant que ce n'était pas seulement un flacon qui venait de se briser. C'était la dernière illusion que j'avais sur ma famille. Mais je ne savais pas encore que ce moment de désespoir absolu allait être le catalyseur de la plus belle aventure de ma vie. Je pensais avoir tout perdu, mais en réalité, je venais de tout gagner. Partie 2, le père invisible et la vérité nue, nombre de mots, 680, l'odeur du parfum brisé s'accrochait à mes vêtements, me suivant comme un fantôme alors que je sortais de l'atelier pour monter dans ma voiture. Mes mains tremblaient sur le volant. Je devais entendre la voix de mon père. Gilles. L'homme qui m'avait appris à faire du vélo, l'homme qui m'avait lu des histoires le soir. Maman pouvait être cruelle, obsédée par les apparences, je le savais. Mais papa? Il avait toujours été le médiateur, le calme dans la tempête. Il ne pouvait pas être d'accord avec cette folie. Il ne pouvait pas accepter que sa fille aînée soit exclue de l'événement familial de la décennie. J'ai composé son numéro via le kit main libre, roulant mécaniquement sur la route sinueuse qui descendait vers la côte. Il a répondu à la 3e sonnerie, sa voix basse, presque chuchotée. Allô, Léonie? Papa, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas laissé maman et Mélusine me rayer de la liste des invités. Il y a eu un soupir à l'autre bout de la ligne. Un soupir long, fatigué, le son d'un homme qui a abandonné sa colonne vertébrale il y a des années. Léonie, ma puce. Tu sais comment est ta mère quand elle a une idée en tête. Et Mélusine est sous une pression terrible avec ce mariage. Les sponsors, le magazine, les réseaux sociaux. Elle est au bord de la crise de nerfs. Et moi? Ai-je crié, ma voix se brisant. Je suis quoi, moi? Un dommage collatéral? Papa, je suis ta fille. Tu vas marier ta cadette et tu acceptes que ton aîné ne soit même pas dans la salle? C'est compliqué, Léonie. Ta mère pense que que tu attires l'attention d'une manière qui déplaît à Mélusine. Tu sais, avec ton air artiste torturé. Mélusine veut de la joie, de la légèreté. Et puis, soyons honnêtes, tu as toujours eu du mal à t'intégrer dans ce genre de mondanité. On s'est dit que ce serait peut-être un soulagement pour toi de ne pas avoir à subir tout ce cirque. Un soulagement. Le mot m'a frappé comme une gifle physique. J'ai dû me garer sur le bas-côté, les larmes brouillant ma vue. Soudain, un souvenir violent est remonté à la surface. J'avais 10 ans. J'avais gagné le premier prix du concours régional de peinture. La cérémonie de remise des prix avait lieu un samedi après-midi. J'étais tellement fière, j'avais repassé ma petite robe bleue moi-même. Mais ce matin-là, Mélusine, 5 ans, s'était coincé le doigt dans une porte. Rien de grave, juste un ongle cassé et beaucoup de pleurs. Maman avait décrété qu'on ne pouvait pas laisser le bébé dans cet état de détresse. Papa m'avait regardé, désolé, et m'avait dit « On ira voir ton dessin plus tard, Léonie. Ta sœur a besoin de nous. » Il n'était jamais venu. J'avais reçu ma médaille seule, devant une salle remplie de parents fiers, cherchant désespérément le visage de mon père dans la foule. « Tu ne m'as jamais protégée, papa, ai-je murmuré, la réalisation me glaçant le sang. Tu as toujours choisi la solution de facilité. Tu as toujours choisi Mélusine parce qu'elle crie plus fort. Ne dis pas ça, c'est injuste, a-t-il commencé, mais j'ai raccroché. Je suis restée assise dans le silence de la voiture, regardant la mer Méditerranée scintiller au loin. Je me sentais orpheline. C'est là que la portière passager s'est ouverte, me faisant sursauter. C'était Cyprien, mon mari. Je ne l'avais pas entendu arriver avec sa moto. Il avait dû voir ma voiture garée de travers. Il a ouvert la portière, a vu mon visage ravagé par les larmes, et a tout compris sans que je dise un mot. Il a détaché ma ceinture, m'a tiré hors de la voiture et m'a serré contre lui. Son odeur de pain et de révélateur photo, une odeur d'ancrage, de réalité, m'a enveloppée. Ils l'ont fait, n'est-ce pas? A-t-il demandé, sa voix vibrant d'une colère contenue. Ils ont osé te faire ça. J'ai hoché la tête contre son torse, incapable de parler. Ça suffit, Léonie,
a-t-il dit fermement, en me prenant le visage entre ses mains. Ça a suffi. Tu as passé ta vie à t'excuser d'exister pour ne pas faire d'ombre à leur princesse. Mais regarde-toi. Tu es brillante, tu es talentueuse, tu es aimée. Ils ne te méritent pas. Et je ne les laisserai plus jamais te faire pleurer. Il avait raison. Mais la douleur était encore trop vive. Je ne savais pas encore comment me relever. Je ne savais pas que Cyprien avait déjà une idée folle qui allait changer notre destin. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont déjà ressenti cette injustice brûlante, ce favoritisme flagrant au sein de la famille. Si vous étiez à ma place, à ce moment précis, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous essayé de négocier, de supplier, ou auriez-vous coupé les ponts immédiatement? Dites-le moi dans les commentaires. Votre avis m'intéresse énormément. Le week-end qui a suivi l'appel fatidique, Cyprien n'a pas voulu que je reste enfermée à la maison à ruminer. Il a jeté 2 sacs dans le coffre de notre vieille Peugeot et m'a dit « On part. On va là où le réseau ne passe pas, là où leur toxicité ne peut pas nous atteindre. » Nous avons roulé vers le sud, direction Cassis. C'est un endroit magique, un petit port de pêche niché au pied de falaises vertigineuses, gardien des calanques, ces fjords méditerranéens d'une beauté sauvage. C'était là que Cyprien et moi nous étions rencontrés 8 ans plus tôt. Il photographiait la lumière de l'aube sur le cap Canaille, et je cherchais des herbes aromatiques rares pour mes compositions. Nous avons marché pendant 2 heures pour atteindre la calanque d'Envaux. Le chemin était escarpé, rocailleux, brûlé par le soleil et balayé par le Mistral. L'effort physique me faisait du bien. Chaque pas semblait éloigner un peu plus la voix criarde de ma mère et le silence lâche de mon père. Quand nous sommes arrivés en bas, la vue m'a coupé le souffle, comme à chaque fois. Une eau turquoise, cristalline, enserrée par des murailles de calcaire blanc éblouissant. C'était un sanctuaire. Nous nous sommes assis sur les galets chauds, partageant un pique-nique simple, du pain, du fromage de chèvre, des olives. Cyprien me regardait avec une intensité qui me troublait. « Léonie, a-t-il commencé, en prenant ma main. Tu te souviens pourquoi nous n'avons jamais fixé de date pour notre mariage ? » Je me suis raidie. Bien sûr que je m'en souvenais. Nous étions fiancés depuis 5 ans. Mais à chaque fois que nous évoquions une date, il y avait un obstacle venant de ma famille. Pas cette année, Mélusine passe son master, pas l'été prochain, c'est l'année des 60 ans de maman, et enfin surtout pas maintenant. Mélusine prépare son grand mariage, tu ne vas pas lui voler la vedette avec une petite fête minable. J'avais intériorisé l'idée que mon bonheur devait attendre son tour. Et son tour ne venait jamais. Parce qu'on attendait le bon moment, ai-je menti faiblement. Non, a corrigé Cyprien doucement. Parce que tu attendais leur permission. Tu attendais qu'ils te disent « C'est bon Léonie, tu as le droit d'être heureuse maintenant. » Mais ils ne le diront jamais. Jamais. Il a plongé sa main dans sa poche et en a sorti non pas une bague, je portais déjà la mienne, mais un petit coquillage qu'il venait de ramasser. Regarde autour de toi, Léonie. C'est ça, la vraie beauté. Pas un château loué 50 000 € le week-end, pas des fleurs en plastique et des sourires forcés. C'est ça. Le vent, la pierre, la mer. La vérité. Il s'est tourné vers moi, ses yeux brillants d'une détermination farouche. Marions-nous ici. Maintenant. Enfin, pas exactement maintenant, mais dans 3 semaines. Juste avant le cirque de ta sœur. Quoi? Mais c'est impossible. Ai-je balbutié. On n'a rien préparé, on n'a pas de budget. Mélusine dépense 200 000 €, comment on peut? On s'en fiche de Mélusine. A coupé Cyprien, et c'était la première fois qu'il haussait le ton. On s'en fiche de l'argent. On a besoin de quoi? D'un maire compréhensif, je connais celui du village voisin. De tes amis, les vrais. De ma famille. Et de ce décor. Ça nous coûtera quoi? 5 000 € maximum pour une belle fête, du bon vin et de la nourriture incroyable. J'ai regardé la falaise immense qui nous surplombait. Elle était là depuis des millénaires, indifférente aux drames humains, majestueuse, solide. C'était exactement ce que je voulais que mon amour soit. Solide. Authentique. Mais maman va me tuer si je me marie avant Mélusine, ai-je chuchoté, la vieille peur refaisant surface. Maman t'a déjà tué, Léonie. Elle t'a renié en te désinvitant. Tu es libre. Tu ne leur dois plus rien.
C'est ta vie. Reprends-la. Les larmes ont coulé de nouveau, mais cette fois, c'étaient des larmes de soulagement. Un poids immense, un poids que je portais depuis l'enfance, venait de tomber de mes épaules. D'accord, ai-je dit, et ma voix s'est affermie. D'accord. On le fait. Ici, dans les calanques. Cyprien m'a embrassé, et j'ai senti le goût du sel sur nos lèvres. Ce n'était plus le goût des larmes, c'était le goût de la liberté. Nous avions 3 semaines pour organiser l'impossible. Mais pour la première fois, je ne le faisais pas pour plaire à quelqu'un d'autre. Je le faisais pour nous. Mais je ne savais pas encore que notre petit secret n'allait pas le rester longtemps, et que la fureur de ma mère allait bientôt s'abattre sur nous comme une tempête méditerranéenne. De retour à la maison, l'énergie avait changé. La tristesse qui imprégnait les murs avait laissé place à une frénésie joyeuse et créative. Nous étions comme 2 conspirateurs préparant le casse du siècle, sauf que notre butin était notre propre bonheur. Je me suis plongée dans ce que je savais faire de mieux, créer une atmosphère. Pour mon mariage, je ne voulais pas de la pompe artificielle que Mélusine étalait sur ses réseaux sociaux. Elle inondait Instagram de photos de ses essayages chez Dior, se plaignant que la dentelle de Chantilly à 500 € le mètre la grattait, ou hurlant contre son wedding plané parce que la teinte des serviettes était coquille d'œuf et non écrue impériale. Son mariage était une production, un spectacle destiné à éblouir des gens qu'elle aimait à peine. Le mien serait une ode à la nature. J'ai baptisé le thème le souffle du vent et du sel. J'ai sorti la vieille machine à coudre de ma grand-mère maternelle, la seule personne qui m'avait aimé inconditionnellement et qui m'avait légué sa maison avant de partir. J'ai retrouvé dans une malle sa robe de mariée en soie des années 50. Le tissu était jauni, mais d'une qualité exceptionnelle. Avec précaution, j'ai commencé à la démonter, à la remanier. Je voulais une robe fluide, simple, qui danserait avec le Mistral, pas une armure de satin. Chaque point de couture était une conversation silencieuse avec ma grand-mère, une façon de tisser son amour dans ma nouvelle vie. Pendant ce temps, Cyprien gérait la logistique avec une efficacité redoutable. Il a appelé nos amis les plus proches. Pas des relations d'affaires, pas des cousins éloignés qu'on voit une fois tous les 10 ans. Non, juste notre tribu. Il y avait Julien, le menuisier qui allait nous fabriquer une arche en bois flotté. Il y avait Sarah, chef dans un petit bistrot local, qui a promis de nous préparer un festin de produits locaux, tapenade, enchoyade, poissons grillés pêchés le matin même. Il y avait tante Jocelyne. Jocelyne était la sœur aînée de mon père, la brebis galeuse de la famille parce qu'elle avait refusé un mariage riche pour devenir céramiste dans le Luberon. Quand je l'ai appelée, sa voix rocailleuse a éclaté de rire. Enfin! Ma petite Léonie se réveille. Bien sûr que je viens. Et je ne viens pas les mains vides. Je suis en train de cuire un service complet pour ton banquet. Des assiettes en grès brut émaillées bleu nuit. Ce sera mon cadeau. Et pour ton père et ta mère, qu'ils aillent au diable. Nous n'avions que 20 invités. 20 personnes qui nous connaissaient par cœur, qui connaissaient nos failles et nos rêves. Le budget total s'élevait à peine à 4 800 €. C'était dérisoire comparé aux 200 000 € de Mélusine, mais chaque euro dépensé avait un sens. Pourtant, une ombre planait. Je suivais, malgré moi, les préparatifs de Mélusine sur les réseaux. Chaque poste était une piqûre. J15. Mes demoiselles d'honneur sont des incapables, heureusement que maman est là pour tout gérer. J14. Le château est sublime, dommage qu'on ne puisse pas virer les touristes du village, ils font tâche. Sa vanité était sans limite. Elle construisait un château de cartes dorées, obsédée par l'image, vide de substance. De mon côté, je créais mon bouquet. Pas de roses importées de l'Équateur. Je suis allé cueillir du romarin sauvage, de la lavande tardive, quelques branches d'olivier et des immortelles jaunes qui poussent dans le sable. Mon bouquet sentait la garrigue, il sentait la vie résistante et tenace. Tu es sûr de ne rien vouloir leur dire ? M'a demandé Cyprien un soir, alors que nous plions les serviettes en lin lavé. Sûr, ai-je répondu. S'ils le savent, ils essaieront de tout gâcher. Maman ne supportera pas que je fasse quelque chose avant sa précieuse Mélusine. Ce sera notre secret jusqu'au jour J. Mais les secrets, dans une famille aussi dysfonctionnelle que la mienne, sont comme l'eau, ils finissent toujours par trouver une fissure pour s'infiltrer. Et la fissure, malheureusement, portait un nom, Cousine Magali. Cousine Magali a toujours été ce qu'on appelle un satellite de ma mère et de Mélusine.
Moins riche, moins jolie, elle compensait son manque d'éclat par une loyauté servile envers les puissants de la famille, espérant ramasser quelques miettes de leur gloire. Elle avait toujours été jalouse de moi, non pas pour ce que j'avais, mais pour ce que j'étais, indépendante. L'erreur fatale est venue de tante Jocelyne. Jocelyne, dans son enthousiasme débordant, n'avait pas pensé à bloquer Magali sur ses statuts WhatsApp. 3 jours avant notre départ pour les Calanques, Jocelyne a posté une photo de ses valises avec la légende « En route pour le vrai mariage de l'année ». Vive l'amour simple et vrai. #Provence #secret. Magali, qui passait sa vie à scruter les écrans, a vu le message. Elle a fait le lien immédiatement. Elle m'a envoyé un message innocent. « Tiens, tante Jocelyne descend dans le sud ? Tu la vois ? » Je n'ai pas répondu. Mon silence a été la confirmation qu'elle attendait. 1 heure plus tard, mon téléphone a vibré. C'était un appel vidéo FaceTime de ma mère. J'ai hésité. Mon estomac s'est noué. Cyprien m'a fait signe de ne pas répondre, mais une vieille habitude de soumission m'a poussé à décrocher. Le visage d'Armelle a rempli l'écran. Elle était rouge de colère, les veines de son cou saillantes sous son collier de perles. « Tu te moques de moi ?» a-t-elle hurlé sans préambule. Magali vient de me dire que tu organises une cérémonie. 2 semaines avant le mariage de ta sœur. Bonjour maman, ai-je dit calmement, essayant de contrôler les tremblements de mes mains. Oui, Cyprien et moi allons nous marier. En tout petit comité. Rien à voir avec « tais-toi ». M'a-t-elle coupé. Tu es d'un égoïsme monstrueux. Tu sais très bien ce que tu fais. Tu essaies de saboter Mélusine. Tu veux détourner l'attention. Tu veux que les gens parlent de toi. Oh, la pauvre Léonie qui se marie dans son coin. Tu joues la victime pour nous faire passer pour des monstres. Vous m'avez désinvité, maman. Ai-je répliqué, ma voix montant d'un cran. Vous m'avez jeté comme une vieille chaussette. J'ai le droit de continuer ma vie. Tu n'as aucun droit de faire ça maintenant. C'est l'année de Mélusine. L'année. Tu aurais pu attendre 6 mois. Mais non, il faut toujours que tu fasses ton intéressante avec tes idées bohèmes ridicules. Et Jocelyne qui te soutient, cette vieille folle. Vous êtes pathétique. À côté d'elle, j'ai vu apparaître le visage de Mélusine. Elle ne pleurait pas, elle avait les yeux plissés de haine. Tu es jalouse, Léonie, a craché ma sœur. Tu es jalouse parce que je vais avoir un mariage de princesse et que toi tu vas finir avec un pique-nique sur des cailloux. Mais sache une chose, personne ne s'intéressera à ton petit mariage minable. Personne. C'est ce qu'on verra, a dit Cyprien en entrant dans le champ de la caméra. Il a posé une main protectrice sur mon épaule. Au moins, notre mariage sera basé sur l'amour, pas sur le nombre de likes. Toi, le raté, ferme-la. A crié ma mère. Écoute-moi bien, Léonie. Si tu maintiens cette mascarade, si tu oses poster une seule photo avant le mariage de Mélusine, tu vas le regretter amèrement. L'écran s'est éteint. La connexion a été coupée. Je suis restée figée, le cœur battant à tout rompre. Elles étaient terrifiées. Elles n'étaient pas tristes, elles n'étaient pas déçues, elles étaient terrifiées à l'idée que je puisse exister en dehors de leur contrôle. Elles ont peur, a dit Cyprien doucement. Elles savent que ce qu'on fait est réel, et que ce qu'elles font est faux. C'est pour ça qu'elles attaquent. La guerre était déclarée. Et je n'avais plus l'intention de hisser le drapeau blanc. Le lendemain matin, l'attaque psychologique est passée à la vitesse supérieure. Mon père m'a envoyé un email. Pas un appel, un email. Le titre était « Dispositions testamentaires et fêtes de fin d'année ». J'ai ouvert le message, le cœur lourd. C'était un texte froid, juridique, probablement dicté par ma mère mot pour mot. Léonie, compte tenu de ton attitude de défiance et de ton manque de respect flagrant envers ta sœur et ta mère, nous sommes contraints de revoir nos arrangements futurs. Si tu procèdes à cette cérémonie avant celle de Mélusine, considère que tu seras exclu de la succession de la Maison de Lyon. De plus, ta présence ne sera pas souhaitée à Noël cette année. Nous ne pouvons pas tolérer une telle trahison au sein de la famille. Choisis bien. Le chantage affectif et financier ultime. Il pensait me tenir.
Ils pensaient que la petite Léonie, qui avait toujours cherché leur approbation, qui avait toujours eu peur d'être abandonnée, allait ramper pour s'excuser. Ils pensaient que la menace de l'héritage et l'exclusion de la seule fête familiale que j'aimais encore allait me briser. J'ai relu le mail 3 fois. Puis, j'ai fermé les yeux. J'ai fait ce que je fais toujours dans mon laboratoire quand je suis submergée par trop d'odeurs contradictoires, j'ai respiré. J'ai inspiré profondément, imaginant l'odeur du citron frais, qui nettoie, qui purifie. J'ai expiré l'odeur rance de leur manipulation. J'ai pensé à la maison de Lyon. C'était une belle maison, oui. Mais elle était remplie de souvenirs froids, de silences gênés, de critiques constantes. Était-ce vraiment une perte? Et Noël? Noël consistait à regarder Mélusine ouvrir des montagnes de cadeaux pendant que je recevais des ustensiles de cuisine pratiques. Soudain, une clarté absolue m'a envahi. Ce n'était pas une punition. C'était une libération. Il me donnait la clé de ma propre cage. J'ai appelé Cyprien. Il menace de me déshériter et de m'interdire de Noël. Il m'a regardé, attendant ma réaction. Et tu sais quoi? Ai-je continué, un sourire tremblant apparaissant sur mes lèvres. C'est le plus beau cadeau de mariage qu'il pouvait me faire. Je me suis assise devant mon ordinateur et j'ai répondu. Pas de justification. Pas de colère. Juste la vérité. Cher papa et maman, j'ai bien reçu votre message. Je comprends votre position. Si le prix à payer pour vivre ma vie selon mes propres termes est votre héritage et votre table de Noël, alors je l'accepte. Je ne vis plus pour votre approbation. Je vis pour mon bonheur. Je vous souhaite un beau mariage avec Mélusine. Adieu. J'ai appuyé sur envoyer. À cet instant précis, j'ai senti quelque chose se briser en moi. Mais ce n'était pas mon cœur. C'était la chaîne invisible qui me liait à eux depuis 34 ans. Je me suis levée de ma chaise et j'ai eu l'impression de peser 10 kilos de moins. C'est fait? A demandé Cyprien. C'est fait. Je suis orpheline, mais je suis libre. Nous avons chargé les dernières affaires dans la voiture. Ma robe de mariée, retravaillée et simple, était soigneusement pliée dans une housse en coton. Les alliances étaient dans la poche de Cyprien. Nous partions pour Cassis. Nous partions pour nous dire oui. Mais ce que je ne savais pas, c'est que le destin nous réservait une surprise bien plus grande que la simple liberté. En voulant m'écraser, ma famille allait, sans le savoir, me propulser vers les étoiles. C'était le moment le plus difficile de ma vie, choisir entre ma famille et ma propre dignité. Avez-vous déjà dû prendre une décision aussi radicale? Avez-vous déjà dû dire adieu à des gens toxiques, même s'ils étaient de votre sang? Racontez-moi votre expérience, cela donne du courage à tout le monde. Partie 7, le grand jour dans les Calanques, nombre de mots, 760, le jour J s'est levé sur la Méditerranée comme une promesse tenue. Le ciel était d'un bleu si intense qu'il en paraissait irréel, ce bleu profond que l'on ne trouve qu'en Provence quand le Mistral a balayé tous les nuages. Il était 17 heures. La chaleur écrasante de la journée commençait à s'adoucir, laissant place à une lumière dorée, presque liquide, qui enveloppait les rochers blancs des Calanques. Il n'y avait pas de tapis rouge. Pas de quatuor à cordes jouant du Vivaldi. Juste le bruit rythmé des vagues s'écrasant contre la falaise et le chant assourdissant des cigales. Mes 20 invités avaient fait le trajet à pied ou en petit bateau. Ils étaient là, assis sur des coussins de lin blanc disposés directement sur la roche plate, pieds nus, un verre de vin rosé frais à la main. Ils riaient. C'était un son que je n'avais jamais entendu dans les fêtes de ma famille, un rire franc, détendu, sans prétention. Tante Jocelyne, vêtue d'une tunique en lin orange flamboyant, officiait la cérémonie. Elle se tenait sous l'arche de bois flotté que Julien avait construite le matin même, décorée simplement de voilages blancs qui dansaient follement dans le vent. Je suis arrivée au bras de Julien, mon ami menuisier, puisque mon père n'était pas là. Je portais la robe de ma grand-mère. Je l'avais modifiée pour qu'elle soit dos nu, laissant le vent caresser ma peau. Je ne portais pas de chaussures, juste un bracelet de cheville en coquillage. Dans mes cheveux lâchés, j'avais piqué quelques brins de lavande. Quand Cyprien m'a vu, il a cessé de respirer. Je l'ai vu dans ses yeux. Il ne regardait pas ma robe, ni ma coiffure. Il me regardait moi, Léonie, l'âme qu'il avait patiemment aidé à guérir. Il portait un pantalon de lin beige et une chemise blanche aux manches retroussées. Il était beau, d'une beauté naturelle et rassurante.
J'ai avancé vers lui sur la pierre chaude. L'odeur que j'avais créée pour ce moment saturait l'air, des notes de pain d'Alep chauffé au soleil, d'immortel épicé et cette touche saline d'embrun. C'était l'odeur de l'éternité. Nous sommes ici, a commencé Jocelyne, sa voix portant sans effort malgré le vent, non pas pour célébrer une union conventionnelle, mais pour être témoin de la victoire de l'amour sur la peur. Léonie et Cyprien ont choisi ce lieu sauvage parce que leur amour est indomptable. Cyprien a pris mes mains. Elles étaient chaudes et solides. Léonie, a-t-il dit, et sa voix tremblait légèrement d'émotion. Pendant des années, je t'ai vu essayer de te faire toute petite pour entrer dans des cases trop étroites pour toi. Je t'ai vu éteindre ta lumière pour ne pas éblouir les autres. Aujourd'hui, devant cet horizon infini, je te fais une promesse. Je promets d'être le miroir qui reflètera toujours ta grandeur. Je promets d'être le sol ferme sous tes pieds nus et le vent qui poussera tes ailes. Je t'aime pour ton talent, pour ta douceur, et pour cette force incroyable que tu as enfin acceptée. Les larmes coulaient sur mes joues, mais je ne les essuyais pas. C'étaient des larmes de joie pure. Cyprien, ai-je répondu. Tu as vu la femme que j'étais quand je ne voyais qu'une ombre. Tu m'as donné le courage de briser le flacon et de laisser mon parfum se répandre. Je promets de ne plus jamais m'excuser d'exister. Je promets de t'aimer avec toute l'intensité de ce Mistral. Nous avons échangé les alliances, simples anneaux d'or mat martelés. Quand nous nous sommes embrassés, les 20 invités ont applaudi, crié, sifflé. Une mouette a crié au-dessus de nous, comme pour bénir l'union. Le repas qui a suivi fut magique. Assis en cercle autour de grandes tables basses, nous avons partagé les plats de Sarah, mangé avec les doigts, bu du vin local, chanté des chansons paillardes et des ballades mélancoliques. Tante Jocelyne a raconté des anecdotes gênantes sur l'enfance de mon père, nous faisant pleurer de rire. Il n'y avait pas de plan de table rigide. Pas de stress. Pas de faux semblants. Juste de la vie, brute et magnifique. Alors que le soleil commençait à plonger dans la mer, peignant le ciel de nuances violettes et oranges, je me suis éloignée un peu avec Cyprien pour regarder l'horizon. C'est à ce moment précis, pendant cette heure bleue magique, que tout a basculé sans que nous le sachions. Parmi nos invités se trouvait Tristan, un ancien camarade d'école de Cyprien, devenu photographe documentaire. Il n'était pas là pour travailler, il était là en ami. Mais un photographe ne cesse jamais vraiment de voir le monde à travers un cadre. Alors que Cyprien et moi étions debout sur la crête de la falaise, profitant des derniers instants du crépuscule, le vent a soulevé la traîne de ma robe, créant une forme d'aile majestueuse. Cyprien m'a attrapé par la taille et m'a fait basculer en arrière dans un rire éclatant. Nos visages étaient proches, illuminés par cette lumière irréelle du sud, mélange de feu et de nuit. C'était un moment d'abandon total, d'intimité absolue au milieu de l'immensité. Tristan, assis quelques mètres plus loin, a levé son Leica et a appuyé sur le déclencheur. Un seul cliché. Pas de flash, pas de mise en scène. Juste l'instant décisif. Le lendemain matin, nous nous sommes réveillés tard dans notre petite location à Cassis. Nous étions encore dans notre bulle de bonheur, coupés du monde. Je me sentais légère, mariée, heureuse. J'ai allumé mon téléphone pour vérifier l'heure. Il a failli exploser entre mes mains. Des centaines de notifications s'affichaient en cascade. Instagram, Facebook, WhatsApp, tout clignotait. Qu'est-ce qui se passe ? A marmonné Cyprien, encore endormi. J'ai ouvert Instagram. Tristan avait posté la photo la veille au soir avec une légende simple. L'amour n'a pas besoin de château. Il a juste besoin de vérité. Léonie et Cyprien, les Calanques, Provence. Hashtag mariage authentique, hashtag wild wedding, hashtag Provence, hashtag true love. La photo était bouleversante. Elle capturait non seulement notre joie, mais aussi une sorte de puissance élémentaire. Le contraste entre la robe de soie vintage et la roche brute, la tendresse de nos regards et la sauvagerie du paysage. C'était de l'art. Mais ce n'était pas tout. Un célèbre compte de slow living suivi par 2 millions de personnes avait reposté l'image. Puis un magazine de mariage alternatif. Et ce matin, c'était le compte officiel du tourisme en Provence. Les commentaires affluaient par milliers. C'est la plus belle photo de mariage que j'ai jamais vue. Enfin du vrai. On en a marre des mariages bling-bling. Regardez cette robe. C'est qui la créatrice ? On sent l'amour à travers l'écran, ça change des influenceuses plastiques.
J'ai regardé le compteur de likes, 85 000. Et ça montait à chaque seconde. Cyprien, regarde ça, ai-je chuchoté. Il a regardé l'écran, les yeux écarquillés. Putain. Tristan a fait fort. Soudain, mon téléphone a sonné. Un numéro inconnu. J'ai décroché, hésitante. Bonjour, c'est la rédaction du magazine Mariage et Art de Vivre. Nous avons vu votre photo virale. C'est absolument sublime. Nous préparons un dossier sur le retour à l'authenticité. Nous voudrions faire une interview et acheter les droits de la photo pour notre couverture du mois prochain. J'ai regardé Cyprien. Il souriait. Ce n'était pas une vengeance calculée. C'était mieux. C'était le triomphe involontaire de notre vérité sur leur mensonge. Pendant que le monde entier s'émerveillait devant notre mariage à 5 000 €, à 400 km de là, dans un château de la Loire, Mélusine devait être en train de hurler sur ses demoiselles d'honneur, ignorant encore que la tempête médiatique allait bientôt s'abattre sur son événement de l'année. 2 semaines plus tard, le jour du mariage de Mélusine est arrivé. Nous n'étions pas là, bien sûr, bannis et rayés de la carte. Mais grâce à tante Jocelyne qui avait décidé d'y aller en espionne infiltrée pour nous faire un rapport détaillé et aux réseaux sociaux, nous avons eu une place au premier rang pour assister au désastre. Le thème de Mélusine était royauté moderne. Mais la météo, elle, avait décidé de jouer la carte canicule historique. Il faisait 39 degrés à l'ombre dans la vallée de la Loire. Le château n'était pas climatisé, un détail historique que Mélusine avait oublié de vérifier. Jocelyne m'envoyait des textos en direct, cachés dans les toilettes. 14 heures, les invités fondent comme des glaces au soleil. Le marié transpire tellement qu'on dirait qu'il sort d'une piscine. Mélusine est hystérique, son maquillage coule. 15h30, la cérémonie a 1 heure de retard. Mélusine refuse de sortir tant que le soleil n'est pas parfait. Les invités commencent à râler. On nous sert du champagne tiède. Mais le pire n'était pas la chaleur. Le pire, c'était l'ombre de mon mariage qui planait sur le sien. La photo de Tristan avait continué de tourner. Elle était devenue un mème positif, un symbole. Des articles titraient « Pourquoi les mariages intimes en nature sont la nouvelle tendance chic avec notre photo en une ». Pendant le cocktail interminable, les invités de Mélusine, ennuyés, scrollaient sur leur téléphone. Et que voyaient-ils? Mon visage. Mon bonheur. Jocelyne m'a raconté qu'elle avait entendu des conversations à table. Tu as vu la sœur de la mariée? Léonie? Oui. Sa photo est partout. C'est incroyable comme c'est classe, son truc. Franchement, ça a l'air plus sympa que d'étouffer ici dans ce corset. C'est ça, le vrai luxe. La simplicité. Tu crois que Mélusine est au courant? Chut, elle arrive, fait semblant d'aimer les fleurs en plastique. Les fleurs. Parlons-en. Mélusine avait voulu un mur de roses de 4 mètres de haut. Mais avec la chaleur, les roses avaient piqué du nez avant même l'arrivée des mariés. Ça ressemblait à un mur de salade cuite. Le clou du spectacle fut le discours de mon père. Le pauvre Gilles, essayant de faire bonne figure, a levé son verre et a dit « À ma fille Mélusine, la plus belle mariée que notre famille ait jamais portée ». Quelqu'un au fond de la salle, peut-être un peu éméché, a crié, et à l'autre fille, la star d'Internet. Un rire gêné a parcouru l'assemblée. Mélusine s'est figée. Elle a arraché son voile, a jeté son verre de cristal par terre et a quitté la salle en hurlant. C'était le chaos. Un mariage à 200 000 € ruiné non pas par moi, mais par la comparaison inévitable entre le faux et le vrai. J'aurais dû ressentir de la pitié. Après tout, c'était ma sœur. Mais en regardant les stories Instagram des invités qui filmaient discrètement la crise de nerfs de la mariée, je n'ai ressenti qu'une froide satisfaction. Ils avaient voulu m'effacer. Ils avaient voulu que je sois invisible. Et par une ironie du sort délicieuse, j'étais devenue la personne la plus présente dans la pièce, sans même y être physiquement. C'est ce qu'on appelle le karma instantané. Avez-vous déjà vu une situation où quelqu'un essayant d'humilier autrui finit par s'humilier lui-même? Racontez-moi ces moments de justice poétique dans les commentaires. La nuit de noces de Mélusine ne s'est pas passée comme dans les contes de fées. Vers 2 heures du matin, mon téléphone a vibré sur la table de chevet. C'était elle. J'ai hésité. Je dormais paisiblement dans les bras de Cyprien,
loin de tout ce vacarme. Mais la curiosité, et peut-être le besoin de clore ce chapitre, m'a poussé à répondre. J'ai mis le haut-parleur. Tu es contente de toi, hein? La voix de Mélusine était pâteuse, déformée par l'alcool et les pleurs. Tu as tout gâché. Tout. Bonjour Mélusine, ai-je dit doucement. Félicitations pour ton mariage. Ferme-la. Ne me félicite pas. Tu sais très bien ce que tu as fait. Tu as acheté cette photo. Tu as payé ce photographe pour qu'il te rende belle. Tu as payé les magazines. C'est impossible que tu aies autant de likes avec ta robe de grand-mère et tes cheveux en bataille. C'est impossible. Sa détresse était palpable, mais son déni était encore plus grand. Elle ne pouvait pas concevoir que l'on puisse être admiré sans artifice, sans argent, sans stratégie marketing. Je n'ai rien payé, Mélusine. C'est juste la vie. Les gens ont aimé l'émotion, c'est tout. L'émotion? Tu parles. Tu as fait sa part pure méchanceté. Tout le monde ne parlait que de toi ce soir. Oh, Léonie est si bohème. Oh, Léonie est si authentique. J'ai envie de vomir. C'était MON jour. Maman avait promis que tu ne serais pas là pour me faire de l'ombre, et tu as trouvé le moyen d'être partout. Tu es une sorcière. Soudain, j'ai entendu une voix masculine en arrière-plan. C'était Emeric, son nouveau mari. Un homme d'affaires plutôt calme, que je connaissais peu. Mélusine, arrête ça. Raccroche. Tu te ridiculises. Laisse-moi. A-t-elle crié. C'est de sa faute si la pièce montée a fondu. C'est de sa faute si tu ne m'as pas regardé comme Cyprien la regarde sur cette photo. Il y a eu un bruit de lutte, puis la voix d'Emeric s'est approchée du téléphone. Léonie? C'est Emeric. Je suis désolée. Elle a beaucoup bu. Ce n'est pas grave, Emeric. Bon courage. Attends, a-t-il dit, et sa voix a changé de ton. J'ai vu la photo. Elle est magnifique. Vraiment. Et, j'ai appris ce soir que tes parents t'avaient des invités. Je ne savais pas. On m'avait dit que tu étais en voyage d'affaires. C'est une longue histoire, Emeric. Je vois. Je commence à comprendre beaucoup de choses sur cette famille ce soir. Désolée pour tout ça. Sois heureuse. Il a raccroché. J'ai regardé Cyprien dans la pénombre. Son mari vient de réaliser où il a mis les pieds, a dit Cyprien. C'était le début de la fin pour Mélusine. En voulant contrôler son image à tout prix, elle avait révélé sa vraie nature à la seule personne qui comptait vraiment, son époux. Son ego démesuré venait de fissurer son mariage quelques heures seulement après les vœux. Le lendemain, Mélusine a désactivé son compte Instagram. La honte était trop forte. La princesse avait perdu sa couronne, non pas parce que je l'avais volée, mais parce qu'elle était faite de carton-pâte et qu'elle avait fondu sous la lumière de la vérité. Le silence radio a duré 3 jours. 3 jours de paix bénie. Puis, comme je m'y attendais, la stratégie de ma mère a changé. L'agression frontale n'ayant pas fonctionné, elle est passée à la manipulation mielleuse. Mon téléphone a bipé. Un message d'Armel. Pas d'excuses, pas de remords. Juste de l'opportunisme pur. Ma chérie. Je viens de voir que le magazine Vogue a partagé ta photo. C'est incroyable. Je suis si fière de toi. Tu as toujours eu ce petit côté artistique que tu tiens de moi, bien sûr. Dis, j'ai vu que tu donnes des interviews. N'oublie pas de mentionner que ton goût pour les fleurs vient des jardins de notre maison de famille à Lyon. Et ce serait gentil de taguer le compte Instagram de Mélusine dans tes prochains posts. La pauvre chérie est un peu déprimée après son mariage, la chaleur a été terrible, ça l'aiderait à remonter la pente si tu lui envoyais un peu de ton trafic. Après tout, c'est grâce à nous si tu as eu cette idée de mariage en Provence, non? On forme une équipe. J'ai relu le message, incrédule. Grâce à nous. Elle osait s'attribuer le mérite de mon mariage parce qu'elle m'en avait donné l'idée en m'excluant du sien? L'acrobatie mentale était digne d'une médaille olympique. Elle voulait que je partage mon trafic. Elle voulait transformer mon humiliation passée en profit actuel pour sa fille préférée.
J'ai commencé à taper une réponse pleine de colère, voulant lui rappeler ses insultes, le chantage à l'héritage, la cruauté. Puis je me suis arrêtée. Cyprien m'a pris le téléphone des mains. Ne leur donne pas ta colère, Léonie. Ta colère, c'est encore de l'énergie. C'est encore un lien. Donne-leur ce qu'ils craignent le plus, le silence. Et des limites infranchissables. Il avait raison. J'ai effacé mon brouillon. J'ai écrit une réponse courte, définitive. Maman, il n'y aura pas de tag. Il n'y aura pas de mention. J'ai bien retenu ta leçon, je ne veux pas faire d'ombre à Mélusine. Je reste donc dans ma lumière et elle dans la sienne. Ne me contactez plus pour des demandes de ce genre. Je suis occupée à vivre ma vie. Léonie. Ensuite, j'ai appuyé sur bloquer le contact. Pour Armel. Pour Gilles. Pour Mélusine. Et pour la cousine Magali. 1 heure plus tard, tante Jocelyne m'a appelée, morte de rire. Tu as déclenché l'apocalypse, ma grande. Armel est en train de dire à tout le monde que tu es une ingrate qui a oublié d'où elle vient dès qu'elle a eu un peu de succès. Mais tu sais quoi? Personne ne l'écoute. Les cousins, les oncles, ils ont vu les photos. Ils ont vu la différence. Ils commencent à comprendre que la méchante de l'histoire, ce n'est pas toi. Tu as brisé le charme, Léonie. Le règne de terreur d'Armel vacille. J'ai ressenti une paix immense. Je n'avais pas cherché à les détruire. J'avais juste cherché à me construire. Si leur château s'écroulait parce que j'avais retiré la pierre angulaire qu'était ma soumission, alors c'était leur problème, pas le mien. J'étais enfin libre. Pas seulement physiquement, mais mentalement. Je n'attendais plus leur validation. Leur approbation ne valait rien, car elle était conditionnelle et toxique. La seule validation qui comptait était celle que je me donnais à moi-même, chaque matin, en me regardant dans le miroir. 6 mois ont passé depuis cette journée magique dans les Calanques. L'effervescence virale est retombée, mais elle a laissé des traces durables et magnifiques dans notre vie. Grâce à la visibilité inattendue de notre mariage, ma petite entreprise de parfums a explosé. J'ai été contactée par une chaîne d'hôtels de luxe en Provence pour créer leur signature olfactive. Ils voulaient l'odeur de l'authenticité, celle-là même que j'avais créée pour mon mariage. J'ai appelé cette ligne l'échappée belle. C'est un succès fou. Je ne travaille plus dans l'ombre. Je suis reconnue pour mon talent, pas pour ma capacité à me taire. Cyprien a publié un livre de photos intitulé Amour sauvage, qui se vend très bien. La couverture? C'est nous, sur cette falaise, riant face au vent. Quant à ma famille, les nouvelles me parviennent par bribes via tante Jocelyne. Mélusine et Emeric sont séparés. Il n'a pas supporté son immaturité et l'influence constante de ma mère. Le divorce est en cours, et c'est apparemment très laid. Mélusine a tenté de revenir sur les réseaux sociaux en jouant la carte de la victime du divorce, mais la magie n'opère plus. Mes parents sont seuls dans leur grande maison de Lyon. Papa a essayé de m'appeler une fois, probablement en cachette, mais je n'ai pas répondu. Je ne suis pas prête. Peut-être ne le serai-je jamais. Et c'est d'accord. J'ai appris que le pardon ne signifie pas nécessairement la réconciliation. Je leur pardonne pour avancer, pas pour reculer. Je suis assise ce soir sur la terrasse de notre nouvelle maison, une petite bastide au milieu des oliviers que nous avons pu acheter grâce à nos nouveaux contrats. Le soleil se couche, peignant le ciel de ces mêmes couleurs violettes que le jour de notre mariage. Je respire l'odeur du thym et de la terre chaude. Je repense à cette bouteille de parfum brisée sur le sol de mon atelier. À ce moment-là, je pensais que ma vie était finie. Je pensais que j'étais seule, rejetée, sans valeur. Je ne savais pas que cette cassure était nécessaire pour que la lumière puisse entrer. J'ai compris quelque chose de fondamental, on ne peut pas forcer les gens à nous aimer, même si c'est notre famille. Mais on peut choisir de s'aimer soi-même assez fort pour partir. On peut choisir de construire sa propre famille, faite d'amis, d'amour et de respect mutuel. Ma vengeance n'a pas été de détruire le mariage de ma sœur. Ma vengeance a été d'être heureuse. Radicalement, insolemment, authentiquement heureuse. Et ça, c'est quelque chose qu'aucun filtre Instagram ne pourra jamais imiter. À tous ceux qui m'écoutent et qui se sentent de trop, pas assez, ou qui vivent dans l'ombre de quelqu'un d'autre, n'ayez pas peur de briser le flacon. N'ayez pas peur de décevoir ceux qui vous utilisent.
Votre lumière est là, elle attend juste que vous cessiez de la cacher. Faites votre propre chemin, même s'il est rocailleux, même s'il est solitaire au début. La vue en vaut la peine. Merci d'avoir partagé ce voyage avec moi. Si cette histoire vous a touché, s'il vous plaît, laissez un j'aime et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de mes aventures. N'oubliez jamais, vous êtes le protagoniste de votre propre vie. À très bientôt.